Bienvenue dans le podcast Trends Bourse, avec un regard sur l'actualité économique et vos investissements par Gaël Poncelet, journaliste chez Canal Z, et Guy Legrand, journaliste chez Trends Tendance. Ce podcast vous est présenté avec le précieux soutien de KeyTrade Bank, le leader incontesté du marché du trading en ligne en Belgique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Trends Bourse. Bonjour Guy Legrand. Bonjour Gaël. Alors cette semaine, nous évoquons de beaux succès comme Microsoft et puis des rebondissements aussi comme Barco. Mais on commence avec ce petit fabricant de biscuits qui est devenu un incontournable de la bourse de Bruxelles, j'ai nommé Lotus Bakeries. Oui, c'est une histoire assez merveilleuse, il faut quand même bien le dire. Lotus Bakeries, qui s'appelait à l'époque Corona Lotus, est entré en bourse en décembre 88 et personne ne connaissait très bien ce fabricant de biscuits de Lembeek. On se dit, ils viennent en bourse, mon Dieu, ils ont de grandes ambitions. C'était assez étonnant d'ailleurs parce que ils n'ont pas fait de roadshow, pas de conférences de presse un peu spectaculaires. Non, le patron, Carol Bone, est venu trouver quelques journalistes pour expliquer son entreprise. Il est venu me trouver moi, entre autres d'ailleurs. J'en ai le souvenir assez précis. Je trouvais ça assez sympathique et vraiment très modeste de sa part. Alors, on s'est dit, bon, un biscuitier, c'est bien gentil, c'est bien sympathique, c'est excellent ce qu'il fait sans doute. Le secteur de l'alimentation n'est pas réputé pour être d'une croissance phénoménale. C'est un secteur défensif, à faible croissance. Alors bon, personne n'a osé miser là-dessus, il faut bien le reconnaître, personne n'a imaginé que ce serait une success story de ce genre, avec une très forte croissance. Il faut dire que ce n'est pas la seule erreur que l'on a pu faire dans les années 80, années où plein d'entreprises, de grosses PME sont entrées en bourse. Je pense aussi à De Koning, le fabricant de châssis. Les commentaires généraux ont été « Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le secteur de la construction, c'est vraiment pas sexy ». Je dis en toute modestie que j'avais quand même relevé dans Trends que c'était aussi le secteur de la rénovation qui était quand même beaucoup plus sexy à l'époque. Et après avoir été boudé, l'action a quand même bien rebondi. Alors Lotus en bourse non plus n'a pas fait d'étincelle, pas prétentieux du tout. Le cours est resté assez modeste, il s'est bien comporté sans plus. On pouvait encore acheter l'action Lotus Bakeries à 40 € en 2001. En 2020, on a passé les 5 000 € et on est aujourd'hui à plus de 9 000. C'est très simple. Lotus Bakeries a offert à ses actionnaires un return, donc évolution de cours plus dividende. Pour Lotus Bakeries, c'est surtout l'évolution de cours. Le dividende ne compte presque pas. De 30% par an pendant plus de 20 ans. C'est phénoménal et c'est légal, si pas plus encore que les plus belles techno-américaines. Et les derniers résultats publiés par Lotus Bakeries ne viennent pas en fait gâcher cette belle histoire. Mais non, c'est ce qui a provoqué la dernière hausse de cours, très forte d'ailleurs. Le jour de l'annonce de ces résultats, le cours de Lotus a bondi de 19,4%. C'est dire à quel point ces résultats ont été appréciés. Petite parenthèse, le cours a fléchi un petit peu le lendemain, on appelle ça des prises de bénéfices, mais il s'est repris aussitôt. Donc visiblement, les gens gardaient confiance et demeurent un courant acheteur important. Alors, les résultats sont excellents. Le chiffre d'affaires a augmenté de 21% l'an dernier, à plus d'1 milliard. On a retenu cette barre symbolique qui a fait les grands titres dans l'actualité. C'est plus 10% en volume et plus 10% augmentation de prix. 10% en volume, c'est pas vilain non plus. Et le bénéfice, lui, a monté de 25%, plus que le chiffre d'affaires. On sait à quel point les entreprises dont le bénéfice augmente plus encore que le chiffre d'affaires sont appréciées. Ça signifie qu'elles ont un pricing power, expression à la mode, et qu'elles ont des marges élevées. C'est le cas de Lotus. Il faut quand même dire aussi que Lotus fait une belle croissance interne avec son spéculoos qui est mis à toutes les sauces, si je puis ainsi m'exprimer, mais que l'entreprise réalise aussi régulièrement des rachats de biscuitiers. Son usine de belge ne suffisant plus, ils ont lancé une usine aux États-Unis et ils vont construire une usine en Thaïlande. C'est devenu un groupe aux ambitions mondiales qui compte bien ne pas s'arrêter en si bon chemin. Alors la question qui nous brûle les lèvres à tous ici, nos auditeurs compris, je suis certaine, c'est est-ce qu'on achète ? Parce que je suppose qu'à ce stade, c'est cher, voire même trop cher. Honnêtement, c'est fort cher. Bon, c'est vrai que plusieurs analystes trouvent ça trop cher depuis 1 an, 2, voire 3 ans, à tort puisque le cours a encore bien augmenté. Mais enfin bon, il faut pas rêver non plus, c'est un parcours sans faute. La croissance
se poursuivra visiblement pendant un certain temps, sauf accident. Ils ont les moyens de grosses marges, de gros investissements, l'endettement est modeste. Alors, on va pas dire qu'il faut se ruer sur l'action, ça ne paraît pas raisonnable. Faut-il vendre pour autant? Je dirais, c'est du bon sens de grand-mère, mais c'est vrai sur le marché financier. Après une pareille hausse, et quand une action devient aussi chère que ça, il est quand même raisonnable de prendre une partie de ses bénéfices. Alors, on le disait, Lotus Bakeries a passé son cap, son symbole du milliard d'euros. Autre entreprise qui a passé aussi un cap symbolique, on en a beaucoup parlé, c'est Microsoft. Mais oui, là, c'est le cap, c'est pas le chiffre d'affaires qui est en cause, c'est la capitalisation boursière, la valeur donc de l'entreprise, qui a dépassé les 3 000 milliards de dollars. Numéro 2, après Apple, a passé ce cap symbolique. On n'imagine pas combien de fois ça représente la bourse de Bruxelles, 3 000 milliards de dollars. Il faut dire que l'action Microsoft a bondi de 60% l'an dernier, ce qui n'est pas rien, évidemment, surtout pour une grosse boîte pareille. Bon, c'est pas une start-up qui réussit un coup. Bon, c'est phénoménal. On a dit que c'était largement à cause de l'intelligence artificielle, et ça n'est pas faux. En fait, il faut quand même rappeler que Microsoft est l'actionnaire de référence de OpenAI, qui est l'entreprise qui a lancé ChatGPT. Microsoft y avait mis 1 milliard dans le temps par-ci par-là, il a rajouté 10 milliards plus récemment. Donc Microsoft y a mis 13 milliards de dollars au total et a vu sa capitalisation boursière augmenter de 1 000 milliards. Alors déposer 13 milliards et en retirer 1 000, d'une certaine façon, il faut reconnaître que c'est quand même un coup fumant. Bon, maintenant, il n'y a peut-être pas que ça en cause. Oui, effectivement, il n'y a pas que cette capitalisation. On a quand même aussi de bons résultats chez Microsoft. Oui, et visiblement, ces résultats étaient anticipés. C'est ce qui a permis aussi au cours de grimper pareillement. Alors, en 2 mots, ces résultats qui concernent donc le dernier trimestre de 2023, qui est le 2e trimestre de son exercice 23-24, parce que pas mal d'entreprises américaines, beaucoup plus que chez nous, ont des exercices décalés par rapport à l'année civile. Ce qu'il ne faut jamais oublier quand on lit les résultats pour savoir de quoi il s'agit. Bref, chiffre d'affaires à 62 milliards, plus 17,6%. C'est une belle progression quand même, et c'est un peu plus que les attentes, ce qui est toujours apprécié. Quant au bénéfice, lui, il a progressé, pour ne pas dire explosé, de carrément 1/3, 2 fois plus que le chiffre d'affaires, 5% au-delà des attentes. C'est assez fabuleux, c'est superbe comme résultat. On remarque au passage, tiens, au fond, le bénéfice, presque 22 milliards sur 62 milliards de chiffre d'affaires. C'est colossal comme marge. Ben oui, c'est colossal. Tous les géants de la techno ont des marges colossales, donc des rentrées d'argent considérables. C'est ce qui leur permet d'investir énormément en recherche et de racheter plein d'autres entreprises d'ailleurs. Oui, parce qu'on associe beaucoup Microsoft en ce moment à ChatGPT, OpenAI, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Microsoft a plein d'autres points forts, en fait. Mais oui, absolument. Certains ont souligné, par exemple, que dans le Microsoft 365 propose maintenant une technologie copilote pour le cloud. Il paraît que c'est très apprécié, je ne suis pas un connaisseur, je vous l'avoue. Alors, ce qui est intéressant à dire aussi, c'est que ils ont tout récemment, il y a quelques mois à peine, lancé la puce Maya 100, entre guillemets, pour accélérer l'usage de l'intelligence artificielle. C'est une puce qui est à usage interne. Ils la vendront pas sur le marché, ils la garderont pour eux, de sorte qu'ils n'entrent pas tout à fait en concurrence avec Nvidia, d'autant plus que certains ont déjà dit, attention, leur puce est très chouette, mais elle n'est pas aussi puissante que Nvidia. Donc Nvidia ne tremble pas. N'empêche, c'est un gros atout dans le chef de Microsoft, qui d'ailleurs va gagner de l'argent avec sans doute ChatGPT, mais aussi en mettant l'intelligence artificielle au service de sa propre activité. Et quand on voit les fonds axés sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils ont en portefeuille? Des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle. Ce sont elles les principales bénéficiaires de cette technologie, au premier rang desquelles Amazon d'ailleurs. Bon, signalons encore pour Microsoft une division de jeux qui est renforcée avec le rachat d'Activision. Bon, et alors l'endettement, comme dans toutes ces entreprises, l'endettement est minuscule. Minuscule. Je serais content d'avoir un actif comparable à leur dette, mais disons que c'est une grosse moitié du cash disponible, donc c'est tout à fait négligeable. Donc beaucoup de force chez Microsoft. De belles perspectives donc la question forcément, est-ce qu'on achète? Et à nouveau, est-ce que c'est pas déjà trop cher? C'est déjà cher, oui, acheter. Quand une action vient de faire 60% sur un an, on a
quand même, on hésite à acheter, même si c'est peut-être une erreur, mais n'en vendre non plus, avec un rapport court-bénéfice, donc PE, comme disent les professionnels, de 34, ce n'est pas donné, évidemment, mais enfin, la croissance, c'est raisonnable, de l'ordre de 14% attendu. C'est pas énorme non plus, hein. Donc c'est plutôt cher, c'est vrai. Le conseil serait le même, hein, si vraiment on a réalisé de belles plus-values et qu'on en a un petit paquet. Ce que je souhaite à tout le monde, il est peut-être temps de s'en délester un peu quand même, hein. Alors, des résultats, c'est aussi l'occasion finalement pour certains de rebondir. Et c'est ce qui est arrivé à Barco, en fait. Mais oui, Barco vient de rebondir suite à de bons résultats, en effet. Enfin, j'y reviendrai. Bon, c'est peut-être beaucoup dire, mais pas mal quand même. Bon, il faut rappeler une petite chose, c'est que Barco a connu une très mauvaise année 2023, et je remonterai même un petit peu plus en arrière, à savoir, pas beaucoup, au crash Covid de début 2020. Parce que quand on se souvient de ça, on comprend à quel point cette action était assez mal vue. Au début 2020, crash Covid donc, l'action Barco s'effondre littéralement, de 35 à 15 euros. C'est un des champions, entre guillemets, tristes champions du crash Covid. L'action ira même un peu plus bas encore, moins de 13 euros. Donc là, traumatisme pour les actionnaires, il faut bien le dire. C'était peut-être l'occasion d'acheter d'ailleurs, pourquoi pas. Mais début 2023, le cours est remonté à 28. Ok, ouf, ça va, le plus dur est passé. Ben non. Après un bon premier trimestre, attention, le deuxième, c'est pas ça du tout. Et puis on arrive au troisième, oh là là, non, c'est encore moins ça. Perspectives de croissance, plutôt prévisions de croissance, sont passées de 10-15 à 7-9, et puis là, 0. Ah oui, donc douche froide, le cours chute de 10% sur la journée, donc finalement, action massacrée en 2023 et investisseurs échaudés pour la deuxième fois. Donc l'année se termine vraiment très mal pour Barco, notamment aussi à cause de la Chine qui est en panne. On l'espérait en beau rebond l'année passée. Ben non, la Chine est toujours en panne. Or, l'Asie, globalement, et surtout la Chine, représente quand même 1/5 du chiffre d'affaires. Ce n'est pas sans conséquence sur les résultats de l'entreprise. Et pourtant, les résultats publiés, et boum, le cours, le voilà reparti, alors que, et c'est là tout le point d'interrogation, le chiffre d'affaires de ces résultats reste stable. Alors, qu'est-ce qui a à ce point excité les marchés? Mais c'est vrai que le chiffre d'affaires stable, et même en fait en léger recul, conformément aux prévisions d'ailleurs, ça n'a rien de très enthousiasmant. Bon, on pourrait dire pour se consoler, c'est pas pire que ce qu'ils avaient annoncé. Bon, il manquerait plus que ça, mais enfin, soit. Ce qu'il y a de bien tout de même, c'est que le bénéfice, lui, a grimpé. Quand une entreprise recule au niveau de ses ventes, il est rare qu'elle arrive à améliorer ses bénéfices. Ça arrive, c'est arrivé ici. Barco est passé de 75 à 80 millions de bénéfices. Bon, c'est assez rassurant. C'est un mot que j'ai utilisé à plusieurs reprises ces derniers temps. Et c'est vrai que c'est un mot important parce qu'il y a des entreprises qui bondissent en bourse parce qu'elles sont enthousiasmantes, d'autres bondissent ou rebondissent parce qu'elles rassurent alors qu'on craignait bien plus mal que ça. Et ça n'arrive pas qu'aux naufragés, Confer, LVMH, dont on a parlé tout récemment. Donc en fait ici, Barco, qui est pour le rappel un champion de la visualisation numérique, a rassuré. On craignait que ce ne soit pire, et ce ne fut pas pire, tout simplement. Alors, évidemment, question identique pour les deux autres à ce stade. On achète, on vend, on fait les deux. Qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, 3 jours, si je ne me trompe, avant la publication des résultats, il y a un analyste qui a conseillé la vente. Raté. Visiblement, c'est raté. Ça, question de timing, ça pouvait pas être Oui, mais pire. vous, on sait qu'on peut vous faire confiance. Mais je l'espère, je le souhaite à ceux qui nous écoutent. Mais vendre, non, c'est évidemment trop tard pour vendre. Le cours a tellement chuté déjà. Et l'action n'est pas trop chère non plus, avec un cours bénéfice de l'ordre de 13. Remarquons au passage que, bon, ce n'est pas encore très enthousiasmant, ce n'est pas pire, je l'ai dit, c'est pas fabuleux. J'ai relevé d'ailleurs que les marges quand même sont assez faibles pour une entreprise de technologie. Il faudrait que ça s'améliore pas mal avant qu'on s'enthousiasme. Et en fait, Barco est moins rentable que son concurrent chinois KTC. Donc il y a encore du boulot à faire, visiblement. Mais je le disais, PI de 13, donc rapport coût-bénéfice de 13, ça n'est pas cher. L'action est au plus bas. On peut espérer, vu ce dernier trimestre qui a limité les dégâts, que ils sont en train de remonter la pente. Ce sera pas l'affaire de quelques mois sans doute. J'observe que les quelques analystes qui suivent l'action ont un objectif de cours
supérieur d'un tiers au cours actuel. Petite parenthèse, pour Lotus, l'objectif de cours était inférieur de 20% au cours actuel. Donc, visiblement, là, on n'est pas chaud. Ici, on est beaucoup plus chaud. Ce n'est pas garanti à bref délai, mais c'est l'occasion d'acheter Barco, qui reste quand même une belle entreprise technologique, même si sa marge n'est pas encore mirobolante. Alors, si on doit conclure, si j'ai bien compris l'enseignement cette semaine, finalement, il faudrait quand même se délester au moins un petit peu de certaines valeurs. Mais c'est vrai que c'est toujours une des grandes leçons en bourse. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les valeurs chères, parfois, le restent, avec de bonnes raisons. Une valeur chère est toujours sujette à de gros déboires, à de grosses chutes de cours en cas de mauvaises nouvelles. On l'a vu à plusieurs reprises pour les ténors de la cote en technologie. Un petit chouïa de désagrément et crac, c'est moins 10%. Et surtout, bon, je ne veux pas dire qu'il faut en laisser aux autres. C'est un adage boursier qui console ceux qui estiment avoir vendu trop tôt. Mais c'est pas ça le problème, évidemment. On parle pas ici de charité. Mais c'est vrai que quand on a engrangé de gros bénéfices, ce qui est le cas en principe sur des valeurs comme Lotus et Microsoft, il est sage, tout simplement, d'en mettre une partie de côté pour ne pas risquer quand même de revenir en arrière. On pourrait appeler ça un conseil de grand-mère, mais c'est un bon conseil financier aussi. C'est l'un des conseils que vous nous aviez donné l'été dernier dans notre podcast Commencer à investir. J'invite d'ailleurs nos auditeurs qui nous rejoindraient là maintenant, qui ne s'y connaissent peut-être pas très très bien et qui voudraient vos judicieux conseils pour construire un portefeuille serein, en tout cas solide, de réécouter ces podcasts qui sont disponibles sur toutes les bonnes plateformes. C'est parfait. Nous, on se retrouve dans 15 jours, Guy, pour d'autres bons conseils. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Nous écoutons maintenant l'intervention d'un expert en investissement de Qui Trade Bank avec son analyse d'un aspect de la situation économique actuelle. Bonjour et bienvenue à tous dans notre podcast Trends Bourse de cette semaine. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la situation de la Chine. Vous le savez sans aucun doute, la Chine a connu ces dernières années de mauvais résultats au niveau économique, mais aussi au niveau de son marché boursier. Si l'on compare les bourses du monde entier, tout le monde sait que ces dernières années, les bourses étrangères ont été de loin les plus performantes. Mais en Chine, il y a en ce moment un sentiment très négatif, aussi bien pour l'économie que pour les actions chinoises. D'un point de vue économique, on sait que le pays a beaucoup trop investi dans l'immobilier et que celui-ci ne peut plus rester longtemps le moteur de la croissance de l'économie chinoise. Les entreprises ont également connu quelques difficultés avec une production moindre sur le marché chinois. Donc d'un point de vue économique, le rythme est plus lent. Au niveau boursier, on voit aussi que le marché chinois reste à la traîne par rapport aux autres marchés boursiers mondiaux. Et donc tout cela vient s'ajouter actuellement au sentiment négatif entourant les actions chinoises. Ce sentiment négatif se reflète évidemment aussi, pour l'instant, dans une valorisation attractive. Une valorisation de la bourse chinoise qui est en fait très basse. Les paramètres traditionnels, comme par exemple le ratio cours-bénéfice, le ratio cours-valeur comptable, montrent que c'est un marché qui se trouve dans le bas, dans presque tous les classements, dont les valorisations sont jugées très bon marché, ce qui augmente considérablement les attentes, car plus les valorisations sont basses, plus le rendement attendu est élevé sur 3 ans et 5 ans. Si nous regardons ce qui s'est passé les dernières semaines, les derniers jours sur le marché chinois, nous voyons un certain nombre de phénomènes intéressants. On constate tout d'abord une très forte augmentation de la volatilité du marché boursier chinois. Il y a des jours où les cours baissent très rapidement et ils sont ensuite suivis d'une hausse très forte. Si on analyse les graphiques de l'évolution du marché chinois ces dernières semaines, on a vu de fortes baisses, mais ces derniers jours, le marché chinois a connu une très belle hausse. Donc on s'attend que le marché boursier a retrouvé d'un point de vue technique le niveau de support de la crise du corona, donc celui de mars-avril 2020, ce qui constitue donc un support horizontal important pour le marché boursier chinois
Et on constate que par rapport à ce niveau de support, il a donc commencé à rebondir. On voit aussi que le nombre d'actions de la bourse chinoise, si on définit la bourse chinoise selon l'indice Shanghai Composite, on voit que le nombre d'actions qui ont un RSI, donc c'est un indicateur technique, qui ont un RSI inférieur à 30, s'élève à 70%. On voit aussi que le nombre d'actions qui ont atteint leur niveau le plus bas ces 12 derniers mois, là aussi on est à un niveau extrêmement élevé. Et dans le passé, ces périodes ont toujours coïncidé avec des creux, des niveaux les plus bas, des creux importants pour le marché boursier chinois. À l'heure actuelle, donc nous constatons que de nombreuses actions ont connu de très fortes baisses. Nous sommes, on l'a dit, à des niveaux extrêmes. Si l'on regarde les mêmes niveaux dans le passé, nous avons toujours vu que c'était le signe avant-coureur d'un renversement de tendance sur la bourse chinoise. Encore une fois, c'est un indicateur important à court terme qui donne un signal positif pour le marché boursier chinois. Et enfin, il y a un certain nombre d'initiatives politiques, car bien entendu, le gouvernement chinois, qui contrôle dans une certaine mesure cette économie importante, viserait, si on peut croire la presse, viserait à soutenir la bourse chinoise. Plusieurs sociétés d'investissement nationales seraient sommées de commencer à acheter des actions chinoises afin de soutenir le marché boursier. Donc voilà, nous voyons actuellement un certain nombre d'indicateurs techniques qui peuvent prouver que le marché boursier chinois est à la veille d'un renversement de tendance. Et il a peut-être déjà démarré à court terme. Mais nous pensons que cela vaut la peine de garder un œil sur la bourse chinoise dans les semaines et les mois à venir. Une opportunité d'investissement serait par exemple d'acheter aujourd'hui un tracker sur la bourse chinoise. Vous pouvez aussi acheter un tracker sur les marchés émergents. Si nous prenons le MSCI Emerging Market comme indice sous-jacent, nous savons que le marché boursier chinois, les actions chinoises ont dans cet indice un poids important, le poids le plus important devant d'autres pays émergents comme l'Inde et le Brésil. Et c'est finalement aussi une façon d'investir sur l'Inde et le Brésil qui sont des pays qui ont bien presté ces derniers temps. Et si nous regardons du côté de nos propres bourses, du côté du Benelux, nous constatons qu'aux Pays-Bas, il est possible de participer à une reprise des actions chinoises via l'action Prosus. Donc voilà, pour cette semaine, notre conseil, c'est garder un œil sur la Chine. Le sentiment très négatif qui fait que tout le monde se détourne des actions chinoises se reflète actuellement dans une valorisation très attractive du marché boursier chinois. Si nous pensons uniquement à court terme, on constate un renversement de tendance ces derniers temps. Autre élément, c'est que le marché boursier chinois semble être soutenu par un certain nombre d'initiatives d'organismes gouvernementaux. Également, de nombreuses actions chinoises ont été survendues et sont à leur plus bas des 12 derniers mois. Tout le monde, on a l'impression, a en quelque sorte jeté l'éponge par rapport au marché chinois, a supprimé les actions chinoises des portefeuilles. Donc voilà, une série d'éléments qui nous font penser que le marché chinois a peut-être touché le fond. Et bien voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Voilà pour cet épisode du podcast Trends Bourse. Vous pouvez lire plus d'astuces, de conseils et d'analyses pour vos investissements.